Quels ont été les thèmes dominants de cette campagne en Allemagne? C'est l'économie, c'est l'accueil des réfugiés? Pas grand-chose en fait. La chancelière d'ailleurs elle-même est rentrée de vacances fin août. Les Allemands ont donc une nouvelle fois décidé de confier à Angela Merkel leur avenir. Allô et bienvenue à un nouvel épisode de JPP. Ça faisait longtemps qu'on ne vous a pas parlé et ça faisait tellement longtemps qu'on a changé le sous-titre de l'émission qui est journaliste prof podcasteur. Journaleux s'il vous plaît, journaleux. Journaleux, pardon. Vous avez vu grosse modification quand même chez nous, changement de formule et tout, on est des gros déglingos. Donc aujourd'hui on va parler surtout politique et la semaine prochaine on vous balancera un podcast qui parlera football. En petite arme en première, on peut vous dire que ce sera sur les sponsors sur les maillots qui prennent de plus en plus de place, notamment dans les championnat qui avait pourtant commencé à plutôt limiter à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, actualité oblige, on va parler des élections qui ont eu lieu hier en Allemagne. Donc, quand même, il y a eu un côté où il n'y a pas eu de surprise, c'est-à-dire Merkel réélue pour la 4e fois. Je pense qu'on aurait pu faire cette intro il y a 3 ans et on vous annonçait quand même que Merkel était réélue pour un 4e mandat. Mais à côté de ça, ce qui a été la plus grosse surprise, ça a été le score de l'Alternative pour l'Allemagne, donc le parti d'extrême droite, qui a fait, alors pour les résultats définitifs, c'est donc 12,6% et qui finit 3e force politique d'Allemagne, donc réussissant à dépasser les libéraux, le parti de gauche et les Verts. Et du coup, ça pose aussi la question de avec qui va gouverner Merkel pour cette élection, cette nouvelle phase de 4 ans. Donc, elle a deux possibilités. Soit elle retourne en grande coalition avec les sociaux-démocrates, mais Martin Schulz, qui est passé en mode campagne hier soir, alors que la campagne est finie, a dit que non, il serait dans l'opposition. Donc, il lui reste qu'une seule possibilité, et c'est que l'Allemagne devienne la République jamaïcaine d'Allemagne. Donc, la coalition appelée Jamaïque. Pourquoi Jamaïque? Parce que le noir des chrétiens-démocrates, le jaune des libéraux et le vert des verts. Puis accessoirement aussi parce que pour imaginer une coalition comme ça il faut avoir pris de la drogue. LOL. Oui, non mais très clairement il y avait le journal satirique d'Irete Show qui avait dit qu'est-ce que c'est qu'une coalition jamaïque, est-ce que c'est une politique fiscale régulée tout en fumant des joints. Voilà, c'est vraiment la question qui va se poser sur qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer, est-ce que vraiment leurs partis respectifs vont les suivre. Adrien, j'ai envie de te poser une question dont je me doute de la réponse. Est-ce que on a parlé des élections allemandes en Espagne? Eh ben, bizarrement, oui. Enfin, je sais pas si tu t'attendais à ce que ce soit non et que personne n'en ait rien à foutre, mais si, on en a parlé. On en a parlé. C'était l'ouverture du journal télé. Sur la chaîne Info en continu publique espagnole, ils ont fait comme d'habitude, c'est-à-dire ils ont passé un direct de Merkel, ils ont commencé à la doubler en direct, et puis au bout de 2 minutes, le doubleur en a eu marre, il s'est barré, il nous a laissé avec Merkel, il parlait en allemand. Et je précise que c'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Donc c'est très sympa si tu veux avoir Merkel ou Trump qui parlent en VO. C'est beaucoup moins sympa si tu veux comprendre ce qu'ils disent. Non, mais c'est parce qu'ils pensent que leurs téléspectateurs sont polyglottes et du coup ils veulent les mettre en avant en leur disant bon ben maintenant vous avez fait l'intro, à vous de vous démerder à partir de maintenant. C'est des cours de langue gratos à la télé espagnole en fait. Voilà. Par contre les Catalans ils les traduisent tout le temps parce que pour le coup les Espagnols sont tous capables de comprendre l'allemand, par contre le catalan c'est vraiment pas possible. Et non c'est pas possible. Oui, donc du coup qu'est-ce qui est ressorti du coup un petit peu de ces de ce qui s'est passé en Allemagne hier soir? Ici, bon, évidemment, c'était le même titre que partout, c'est-à-dire la droite xénophobe fait son entrée au Parlement, il devient 3e force politique en Allemagne. C'était beaucoup axé sur ça, sur la montée de l'extrême droite ou sur la montée de l'AfD. Ensuite. Oui, il y a eu aussi un peu d'explications, voilà, comme tu l'as dit, sur la probable coalition, what the fuck qui va sortir de ces élections. Mais voilà, la principale question qui était soulevée, c'était le poids de l'extrême droite, comme à peu près à chaque fois dans une grande élection européenne. Pour l'élection française, c'était pareil.
Pour l'élection autrichienne, c'était pareil, etc. Donc, faut savoir que les Espagnols sont un peuple très europhile, un des plus europhiles d'Europe. Et donc, ils s'intéressent beaucoup aux élections des autres grands pays du continent, avec la montée de l'extrême droite quand elle est là, quoi, quand ça concerne un pays qui a une extrême droite, puisque voilà, ils sont très europhiles. Et est-ce que ça a un lien ou pas, l'extrême droite est quasi inexistante en Espagne. Donc eux, ils le voient d'assez loin, et ça les fascine autant que ça les inquiète. Ouais. Mais justement, j'avais presque envie de te dire que l'Allemagne aurait pu disputer le titre à l'Espagne de pays le plus europhile, mais c'est vrai qu'après les résultats d'hier, on peut plus trop dire ça. Moi, d'abord, le premier aspect sur lequel je veux revenir, et puis bon, autant qu'à faire, autant qu'à parler avec un journaliste, autant parler de cette thématique-là, c'est le manque de couverture de cette élection en France. Mais c'est de la folie. Et ça, j'avais déjà souligné ça pour d'autres élections, c'est-à-dire que je trouve aussi choquant que les élections au Royaume-Uni, si c'est pas pour le Brexit, on s'en bat les couilles. Si les élections en Espagne, on s'en fout complètement. Les élections en Italie, on s'en fout. Et les élections en Allemagne, on s'en fout aussi. Par contre, quand c'est les élections américaines, alors là, c'est USA 2016, c'est feu d'artifice, ballon et tout ça, on n'en peut plus. On est à fond dans la campagne. Le quotidien avait suivi dès les primaires l'élection à fond, envoyant des gens là-bas, etc. Alors, j'ai pas trop regardé quotidien. Mais ces derniers temps, néanmoins, j'ai regardé bien l'an dernier. À aucun moment, ils ont vraiment évoqué les élections aussi tôt que ce qu'ils ont fait pour les élections américaines. Alors que, surtout avec l'élection de Trump, s'il y a bien un pays qui va être important pour la France, c'est son voisin d'Allemagne. Ça va vraiment être, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Merkel va continuer à gouverner? Est-ce que Merkel va suivre la tendance de Macron qui est vers plus d'intégration européenne, etc. Et ça, je trouve ça absolument dingue. Et puis, je trouve ça assez impressionnant aussi pour les autres pays, voilà, que ce soit pas du tout mentionné. Et voilà, après, l'argument qui va être mis en avant, c'est oui, mais ça fait moins d'audimat. Néanmoins, au bout d'un moment, tu choisis aussi de quoi tu parles. Je trouve que tu peux aussi décider par toi-même de consacrer une partie de ton programme aux élections dans notre pays, sans que ce soit autant que pour les États-Unis. Mais les Français, ils se sont réveillés hier soir, quoi. C'est d'un coup, il y a eu une élection en Allemagne, au fait. Alors que, avant, il y a eu on en a peut-être parlé pendant 5 minutes, vite fait, juste avant l'élection, pour dire, au fait, dimanche, les Allemands votent. Mais franchement, ça s'arrête là, et ça m'a plutôt surpris. C'est vrai que, alors, j'ai entendu dire que apparemment en France, des gens se sont plaints que le journal télévisé avait ouvert sur les élections allemandes plutôt que sur les sénatoriales. Oh là. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui pensent qu'on parle encore trop des élections allemandes et qu'on parle pas assez du Sénat français, cette chambre qui intéresse tout le monde et qui a tant de pouvoir. Non, plus sérieusement, je pense que d'une part, c'est vrai que ces élections allemandes, je sais pas si tu pourras me dire, je pense que tu pourras me confirmer ça. Même en Allemagne, c'était loin d'être un truc passionnant. C'était pas la présidentielle française, quoi. C'était pas une campagne avec des rebondissements, avec du suspense. Enfin, clairement, il y avait aucun suspense. Tout le monde savait que Merkel allait gagner, et la question c'était plutôt qui c'est qui va finir troisième, et est-ce qu'elle va pouvoir s'allier avec les libéraux. Donc, clairement, c'est pas très sexy comme histoire à raconter, comme enjeu à donner. Il faut quand même avouer que c'est pas très sexy. Après, c'est vrai que je le lamente assez régulièrement. Les médias français, en général, traitent assez mal et assez peu tout ce qui touche à l'Europe et à la politique européenne. Et voilà, les élections allemandes, ça fait partie de ce traitement qui, à mon goût, est trop... comment on dit, trop léger
des élections, de la politique en Europe en général, c'est-à-dire la politique dans les pays voisins, c'est-à-dire la politique au Parlement européen, à la Commission, qui sont systématiquement traités comme d'une part un truc international et d'une part un truc pour ou contre l'Europe en gros, en oubliant que au Parlement européen il y a aussi des batailles politiques qui se jouent et il y a aussi des questions il y a aussi des questions politiques, des débats gauche-droite, des débats partisans, et ça, on n'en entend jamais parler. Et je trouve que c'est dommage, et je pense que ça explique en partie le fait que, en France, l'Europe n'a, c'est le cas de le dire, pas bonne presse, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez mal présenté et qui est assez mal raconté par les médias en général. Oui, bien sûr. Évidemment, il y en a qui les racontent mieux que d'autres, mais globalement, c'est pas très fifou. Tu as devancé ma pensée là justement où j'allais dire, on a un peu le même problème au niveau des élections européennes. Ils en parlent aussi seulement au dernier moment, alors que là en plus c'est une élection qui concerne directement les Français. Enfin, je veux dire, les Français votent aux élections européennes, peu, mais ils votent quand même aux élections européennes. Et c'est vraiment, j'avais l'impression que quand on parle d'une élection, il faut y aller à fond. Donc présidentielle, ils y vont à fond, le truc t'en parle depuis 4 ans à l'avance, t'annonces déjà dès 2013, on avait déjà des discussions qui va être candidat en 2017, etc. On était à fond, alors que pour les européennes, mais tout le monde s'en fout royalement, et c'est absolument dingue, au point que tu as envie de dire, il faudrait presque en fait donner aux élections européennes le même traitement qu'aux élections présidentielle où il faudrait vraiment avoir les trucs élections européennes, J- temps avec les chaînes d'infos en continu qui mettent un compte à rebours jusqu'à l'élection, avec des candidats qui s'engueulent sur un plateau parce que ça fait bien, etc. C'est assez surprenant. Moi je me suis dit il faudrait presque que nous on réussisse suffisamment à faire développer notre podcast et qu'ensuite dans 4 ans on fasse un spécial Germany, fuck yeah c'est ensuite 12 mois de spéciaux juste sur l'Allemagne, juste pour intéresser qui que ce soit. Alors, c'est tout le mal que je nous souhaite, de pouvoir faire même pour la campagne des européennes, on fera une campagne blockbuster. Mais c'est tellement ça, autant des graphismes de ouf et tout ça, les trucs qui explosent. Mais on va demander à Michael Bay s'il est occupé sur son prochain film ou s'il veut bien faire les européennes. Il peut nous passer les scènes coupées de Transformers et puis nous après suffisamment ça va aller, il va bien y avoir une explosion ou deux dedans. Mais en plus par contre voilà pour répondre à ce que tu as dit sur le traitement médiatique en Allemagne, oui ça a été une campagne super short, c'est-à-dire Merkel elle s'est quand même permis de faire 2 semaines de vacances en août quoi, alors que les élections le 4 septembre. La femme tellement sereine qu'elle dit non mais franchement, est-ce que vous croyez vraiment que ça va être quelqu'un d'autre que moi? Et justement, je reprends encore le Reute Show, ils avaient fait un graphisme, c'était 9h retour de vacances, 9h01 début de campagne, 9h10 fin de campagne, 9h15 buffet de la victoire. C'était vraiment Merkel elle n'y est pas allée à fond. Scholz, beaucoup se sont fait la réflexion qu'il s'est réveillé hier soir et qu'il a commencé à prendre une position de leader de l'opposition qu'il aurait dû déjà faire. Après, quand ça comptait, quoi. Oui, son parti était techniquement pas vraiment dans l'opposition. Néanmoins, il aurait pu profiter de sa position de dire alors attendez, moi les 4 dernières années j'étais au Parlement européen, j'étais pas du tout dans ce gouvernement, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Tout ça en accord avec ses lieutenants du SPD, lui dire bon les gars, je vais peut-être un peu égratigner ce que vous avez fait avec la CDU, mais si c'est pour qu'on gagne, vous serez ministre après l'élection aussi, donc on s'en fout. Et c'est vrai qu'il y a eu début de l'année une Schulzmania dès qu'il a été nommé, mais où le SPD a même dépassé pendant 15 jours la CDU dans les sondages, pour finalement se cracher réellement là je crois qu'ils ont fait 20,6 ou 20,7%, sachant que leur pire sondage c'était 19% juste avant que Scholz ne soit désigné comme candidat à la chancellerie. Donc on n'est pas si loin que ça au final. Et c'est vraiment un flop historique là pour la social-démocratie.
on a atteint un niveau. On parle quand même d'un parti, c'est ce que j'avais dit à plusieurs personnes, donc c'est presque plus choquant que les résultats du PS en France, parce qu'on parle d'un parti qui quand même a ses racines dans le syndicalisme allemand. Le syndicalisme allemand est extrêmement fort. Vous avez un pourcentage de syndiqués très très largement supérieur à la France. En plus, c'est un syndicat unitaire. Donc, du coup, il y a une plus grande. Quand les Allemands font pas beaucoup de manifs, mais quand ils décident d'en faire une, il y a du monde. Donc, il y a vraiment. Enfin voilà, ils ont normalement un électorat de base, mais qu'ils ont complètement perdu, qu'ils ont complètement effrité. Et voilà, moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que... alors, en Espagne, le PSOE s'en est plutôt bien sorti, au final. Mais, oui, alors, pour ce qu'ils auraient pu, ils auraient dû, normalement, finir derrière Podemos, et au final, ils finissent pas derrière Podemos. Oui, évidemment. C'est ça que moi, j'appelle plutôt bien s'en sortir. Est-ce qu'on est en train d'assister à la mort lente de la social-démocratie européenne? Bon, alors d'abord, je voudrais revenir sur le fait que tu as dit, oui, c'est limite plus choquant que les résultats des socialistes en France. Alors j'espère que Benoît Hamon n'écoutera jamais cette émission, parce que ça risque de lui faire très mal. Désolé Benito, c'est juste que en Allemagne, le parti de gauche n'a pas vraiment de leader charismatique. Je pense que si tu avais mis un Mélenchon à la tête de Die Linke, peut-être que ça aurait fait une grosse différence. Mais bon, Sarah Wagenknecht, c'est une très bonne femme politique, mais c'est pas une grande oratrice, quoi. Donc elle va jamais mobiliser les foules. Et d'ailleurs, Die Linke qui finalement finit juste devant les Grünen, donc c'est finalement les Grünen qui sont le 6e parti d'Allemagne, a augmenté de 0,5%. Donc pas non plus de quoi, raviver les foules. Et pareil, les Grünen à côté, ils font plus 0,7%. Donc dans les deux cas, ils n'ont pas vraiment piqué quoi que ce soit. Mais ils perdent des sièges en plus parce que il y a plus de partis qui ont dépassé les 5%. Si je oui, voilà, vu qu'il y a l'AfD et les libéraux en plus, du coup, oui, techniquement, ils perdent des sièges. Alors sachant que le nouveau calcul est un peu pénible avec les mandats directs, etc., qui doivent être bien proportionnels maintenant finalement. Donc on a un Parlement qui aurait pu être à 598 et qui finit à 701, quoi. Donc bref, mais ça, ce sera pour un autre jour, expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc vas-y, je te laisse finir ta réponse. Après, oui, c'est clair que la social-démocratie européenne, ça fait 10 ans, je dis 10 ans, mais c'est peut-être 15, hein, ça fait 10 ans qu'elle se porte pas très bien et qu'il y a très peu de pays où les partis sociaux-démocrates s'en sortent, si ce n'est au prix d'une refondation totale. Et en fait, je dis ça, mais je n'ai que le Labour de Corbyn en tête comme exemple. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, c'est clair qu'il y a une crise de la social-démocratie en Europe parce qu'ils ont géré une crise économique avec des solutions qui la plupart du temps étaient à l'opposé de ce qu'ils prônaient, de ce qu'ils avaient toujours prôné. Donc il y a eu un sentiment de trahison dans l'électorat parce que l'époque n'est pas non plus au compromis et au compromis et à la modération. Donc forcément ça alimente les extrêmes ou les partis plus radicaux dans leur discours. Et clairement voilà, les sociodémocrates, s'ils ne réussissent pas à prendre cet espace-là comme l'a fait Corbyn outre-Manche, c'est très compliqué pour eux. Là, j'ai presque envie de poser une question un peu plus d'ordre historique et philosophique, donc là on va perdre tout le monde d'un coup. Mais c'est bienvenue sur Arte, merci d'écouter cette émission. Non, voilà, c'est est-ce qu'au final moi je me demande si la social-démocratie en fait n'est pas du tout dépassée, c'est-à-dire propose encore des solutions du XXe siècle au XXIe siècle, c'est-à-dire que leur logiciel souvent est resté bloqué au XXIe siècle et que du coup ils ont pensé, on leur a fait croire que la modernité c'était les idées prônées par la droite plus conservatrice. Donc pour paraître moderne, ils partent sur des idées plus conservatrices et du coup ils ont ce mélange, ce goubli-boulga un peu dégueulasse entre on va enfin appliquer ce qu'on promet depuis les années 80
c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les homosexuels et les hétérosexuels, etc., qu'on aurait dû appliquer il y a bien plus longtemps. Et à côté de ça, on va mener une politique économique où on va essayer de faire plaisir à tout le monde, mais au final on fait plaisir à personne, où on va quand même relancer l'économie pour pas paraître trop ringard. Et c'est vrai que on a eu cette première impression avec Blair au Royaume-Uni, qui a fait du Labour le nouveau parti centriste au final, de Schröder en Allemagne qui les a complètement transformés pour en faire un parti qui, alors que d'habitude c'est la CDU qui se réclamait die Mitte, du centre. Du coup, lui aussi, il disait die Mitte, donc c'était le centre contre le centre. C'était vraiment super. Et du coup, c'est bien, ils ont réussi à gouverner là-dessus. Hollande a fait à peu près ça les 5 années qu'il a été au pouvoir. Et maintenant, ils s'étonnent que plus personne leur fait confiance. Mais même ceux qui passent derrière et qui essaient de révolutionner le parti en disant « Non, mais vous allez voir, on va tout changer ». Parce que Hamon, c'est ce qu'il a fait. Il a tenté une Corbyn au PS, sauf que personne n'a suivi, que pour tenter une Corbyn, il faut s'y prendre de plus loin, et pas seulement un an avant l'élection, qui fait qu'on trouve que vous avez fait une percée dans les sondages quand vous arrivez à 12 et qu'au final, vous vous cassez la gueule en finissant à 6 et quelques. Donc, Corbyn, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, mais encore une fois, il a fait un bon score. Il n'a pas gagné. Il a poussé les conservateurs à ne pas avoir de majorité. C'est vrai, c'est vrai. Il a gagné, quoi. C'est vrai. Cela dit, aujourd'hui, c'est la médaille Cochonou, hein, mais aujourd'hui, ils sont partis en tête dans les sondages. On ne sait pas combien de temps May va tenir au pouvoir, et beaucoup d'observateurs disent que probablement que son mandat va être assez court parce que avec les négociations du Brexit, ça fragilise énormément le gouvernement qui est au pouvoir, les conservateurs, et il y a un moment où il risque de devoir y avoir des élections anticipées. Après, on est dans une équation avec beaucoup de si, hein, mais il n'empêche que Corbyn est toujours là, il est là, et il est prêt à être Premier ministre. Même The Economist, qu'on ne peut pas vraiment taxer d'être un journal gauchiste, dit a écrit, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais pas quel jour sort The Economist, a dit qu'il était je ne sais plus la formule exacte, mais que c'était probablement le prochain Premier ministre britannique. Oui. C'est peut-être un peu moins affirmatif que comme je le dis, mais il y avait quelque chose comme ça, quoi, que c'était la personne qui était la plus probablement la plus likely, comme on dit en anglais, pour être le prochain Premier ministre britannique. C'est quand même un tour de force. Reste à savoir où est-ce qu'il va en avoir. Ça vient d'un journal qui n'a pas envie qu'il prenne. Oui, c'est ça. Alors bon, on peut toujours dire qu'ils agitent le chiffon rouge et les communistes qui mangent les enfants, mais ils n'ont pas dit ça de beaucoup de. Il y a beaucoup de gauchistes pour qui ils n'ont pas dit ça. Donc, oui. Pardon, petite parenthèse, mais ça m'éclate qu'il y a encore beaucoup de pays où ça marche, quoi, le chiffon rouge. c'est la folie. Même en France, maintenant, En Marche, qui tente ça par rapport à la France insoumise. Mais je suis là, non, mais c'est bon, c'est fini la guerre froide. Il faut arrêter la technique de les rouges vont manger vos enfants. Mais on trouve ça con, mais en réalité, ça marche. Ça marche auprès de plein de gens. Alors soit des gens qui ont un certain âge, soit des gens qui sont culturellement de droite et qui ont été qui ont eu dans leur entourage les millions de morts du communisme, regarde le communisme, ça marche pas, enfin tout ce qu'on a pu dire sur les régimes soviétiques, tout ça, et c'est vrai que c'est un truc qui marche, et ça va t'étonner, je vais prendre l'exemple de l'Espagne. En Espagne, ça a super bien marché. Tout le monde voyait Podemos deuxième et largement devant les socialistes, dans les 5 points devant les socialistes. Et finalement, la peur du rouge, ça a marché, quoi. Ils ont fait 5 points de moins que ce que leur promettaient les sondages, alors que les socialistes faisaient 3 ou 4 points de plus. Donc je pense que vraiment la peur du rouge, c'est une stratégie qui marche auprès de certaines personnes,
Et surtout qu'il marche auprès des gens qui de toute façon n'allaient pas voter ou Podemos ou Mélenchon ou Corbyn. Ça sert, à mon avis, pour mobiliser les abstentionnistes de droite. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est ce que je dis. En fait, c'est pas tellement que ce qui me choque, c'est pas tellement que ce soit tenté, c'est surtout que ça réussisse, quoi. C'est ça qui me tue encore de dire non, mais il va falloir arrêter ce genre de conneries maintenant. Tu disais qu'il fallait ça me surprenait que tu allais prendre l'Espagne. Je pense qu'il va falloir qu'on instaure comme il y a le point Godwin, il faudra faire le point Cervantes pour moi pour toi et le point Goethe pour moi de combien de temps est-ce qu'on tient sans parler de l'Espagne ou de l'Allemagne. Et je pense que bon là ce podcast est un mauvais exemple, mais je pense qu'en général ça dure à peu près 5 minutes avant que et encore t'es généreux 5 minutes. Oui, et voilà, donc du coup, avant qu'un ou deux mentionne son pays d'origine. Deux, trois titres que je vois sur le site du Spiegel qui m'ont beaucoup marqué. Il y a que le fait que les jeunes verts allemands ne veulent pas d'une coalition Jamaïque. Donc là, il va falloir faire attention, ça risque quand même de créer une sacrée césure. Après, ils avaient déjà exprimé leur désaccord. Par exemple, dans le Baden-Württemberg, où c'est les Grünen qui ont fini premier parti, et où ils se sont retrouvés, entre guillemets, forcés de gouverner avec les chrétiens démocrates, parce que la coalition qui menait jusque-là ne tiendrait pas avec les sociaux-démocrates, même s'il y avait d'autres options. Il y avait aussi la possibilité de gouverner et avec les sociaux-démocrates et avec le parti de gauche, mais ils ont préféré les chrétiens démocrates, et les jeunes verts du Baden-Württemberg ont dit « c'est très moche, nous on n'aime pas les chrétiens démocrates ». Voilà, donc on va voir ce que ça va donner si ça se met vraiment en place. Et surtout, réaction de l'étranger. Il y a quand même dans la presse étrangère des gens qui ont demandé aux Allemands pourquoi est-ce que Merkel n'a pas eu 99%. Merkel, elle a une aura à l'étranger assez impressionnante. Je t'en avais parlé d'ailleurs. Aux États-Unis, maintenant que Trump fait absolument n'importe quoi, il y a beaucoup de... Maintenant que, comme s'il y avait un moment dans sa vie où il avait fait autre chose que n'importe quoi. Avant, il faisait n'importe quoi, mais il n'était pas président du pays, quoi. Non, mais si tu veux, il y en a beaucoup de ce qu'on appelle les liberals, donc les gens plutôt à gauche, qui disent que la chef du monde libre, c'est elle maintenant. C'est plus le président américain, c'est Merkel qui est maintenant ce qu'on appelle le leader of the free world. Et voilà, il la voit comme Madame Merkel, la déesse qui arrive à tenir l'Allemagne. Et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dessins de caricature à ce sujet-là, de mettre le modèle français, c'était 4 présidents différents, et le modèle allemand, c'est une seule chancelière, sur la fin de mandat de Chirac, le mandat de Sarkozy, le mandat de Hollande, et maintenant la quasi-totalité du mandat de Macron, parce que le mandat de Merkel se finira en 2021, un an avant que Macron finisse soit son mandat tout court, soit son premier mandat. Donc c'était, il y a eu la blague, c'était ça c'est vraiment la qualité allemande, c'est fait pour durer. Mais après, là c'est la deuxième élection où je constate que la gauche a un boulevard devant eux, à peu près un an avant l'élection, où dans tous les sondages, une coalition, au minimum une coalition large de gauche, c'est-à-dire avec les 3 partis, SPD, les Grünen et donc Die Linke, le parti de gauche, peut passer, voire même parfois, on a eu un vague moment en 2012 où SPD et Grünen ça aurait suffi même. Et puis après, 5-6 mois avant l'élection, il s'écroule complètement. Alors que Merkel n'a pas commencé sa campagne, elle toujours. Elle est toujours en mode je suis président, je suis chancelière, pardon, j'ai rien à faire. J'attends que ça passe. Et je me mettrai à faire campagne si vraiment je commence à avoir peur. Ou alors vraiment pour dire bon, d'accord, je la fais votre campagne. Et il y a plein de satiristes d'ailleurs en Allemagne qui ont dit quand tu la vois au milieu de ses électeurs, ça fait presque des gens. Elle fait vraiment une tête, mais oh putain, ça me fait. Même à la fête de la bière ou au carnaval, elle fait la gueule, quoi. C'est pour vous dire à quel point. Donc normalement, ça devrait pas donner envie, mais ça marche à chaque fois, parce que les gens sont là, ouais, mais elle nous protège, elle est là pour nous, etc. Donc c'est
elle a une image un peu, en tout cas à l'international, un peu similaire à celle de Macron, où beaucoup de Français sont là, Macron, il fait quand même pas que des trucs bien, et le reste du monde dit, ah, Macron, qu'est-ce qu'il est beau gosse, c'est votre Kennedy à vous, tout ça, machin, il est génial, et non, d'accord, je vois pas ça comme ça, moi. Donc, alors, justement, je pense que la vision doit être un petit peu différente en Espagne, mais en général, est-ce que tu as l'impression que Merkel est populaire ou pas en Espagne? J'avoue que c'est pas un sujet qui passionne les foules, ça pour le coup. Si on en croit Rajoy, oui, elle est très très populaire auprès de Rajoy, il s'adore, il passe son temps à la féliciter, à dire que c'était trop bien. J'ai vu le communiqué de félicitations qu'il lui a envoyé, c'était bravo pour cette excellente victoire, vous êtes trop balèze, vous êtes super forte, grâce à vous on va construire une Europe qui va faire que les gens seront fiers. Pas un mot sur la montée de l'AfD, pas un mot sur le fait qu'elle a perdu des points. Non, c'est super génial, vous avez gagné, bravo. Non, mais c'est... et donc, du coup, par contre, justement, je me posais la question parce que je me dis, en France, elle est plutôt populaire. Disons, elle est populaire du centre-gauche jusqu'à la droite. Voilà. Cette classe-là de gens trouve qu'elle fait des bonnes choses et qu'en France, il faut faire pareil. Il faut redonner envie de travailler, machin, tout ça, et qu'au moins elle a des résultats. Alors évidemment que l'extrême gauche et l'extrême droite n'aiment pas Merkel, mais ça pourrait être un sac de patates qui distribue de l'argent gratuitement au pouvoir, ce serait la même chose. Donc c'est un peu différent. Après voilà, il y a une aile, on va dire, un peu plus à gauche du PS et des écolos qui ne sont pas favorables à Merkel, tout simplement pour sa politique sociale, pour des raisons un peu plus réfléchies, entre guillemets. Par contre, je pose la question parce que en Grèce, elle a été comparée à Hitler et la compagnie, quoi, parce que, à cause des mesures... Ceci est un point Godwin. Voilà, ceci est un point Godwin, clairement. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les Grecs. Donc, parce que voilà, les mesures budgétaires imposées à la Grèce étaient tellement sanglantes que les gens avaient une haine profonde envers Merkel. Et je me suis demandé, vu que l'Espagne a quand même eu pas mal de problèmes économiques, si il y avait du coup la même méfiance envers Angela Merkel auprès de la population. Non, parce qu'ils avaient déjà fort à faire avec leur propre gouvernement. Je pense que comment dire, j'étais pas là quand c'était encore les socialistes au pouvoir, mais globalement, Rajoy, ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est globalement appliquer faire ce que Merkel lui demandait de faire, c'est-à-dire faire ce que les institutions européennes lui demandaient de faire, et ce que disait Merkel et ce que disaient les institutions européennes, c'était sensiblement la même chose. Donc les gens se sont retournés plutôt contre Rajoy qui appliquait avec zèle les mesures d'austérité et les mesures qui étaient réclamées par la Commission européenne, le FMI et compagnie. Et puis tu rajoutes à ça une tranche de corruption, mais une bonne grosse tranche de pâté de campagne de corruption. Et clairement, les gens n'avaient pas que ça à foutre que de détester Merkel, surtout que beaucoup de jeunes Espagnols se sont expatriés pour aller bosser en Allemagne, faute de boulot en Espagne. Donc, je pense pas que Merkel soit particulièrement impopulaire. Enfin, pour le coup, c'est Rajoy qui a servi de paratonnerre ici. D'accord, donc en fait, vraiment, les gens ont dit oui, peut-être que Merkel lui a dit de faire ça, mais au bout d'un moment, il peut décider de lui-même s'il le fait ou pas, quoi. Oui, puis il y avait la corruption, puis il y avait un tas de trucs qui faisaient que... et puis, comment dire, contrairement aux Tsipras, aux Zapatero, à plein de dirigeants européens qui ont appliqué les mesures d'austérité, mais en disant non, c'est pas moi, c'est l'Europe qui me l'impose. Rajoy, il l'a fait en disant oui, on fait ça et on est très content de le faire parce qu'on doit le faire, parce que il a jamais rejeté la faute sur les autres, il a totalement assumé de faire ce qu'il faisait. Donc à partir du moment où il assume ce qu'il fait, c'est une... tu peux l'attaquer lui-même puisque c'est lui qui le
puisque c'est lui qui défend et qui assume cette politique, quand bien même il dit oui, c'est pour notre crédibilité européenne, blablabla. C'était, voilà, j'insiste, c'était vraiment lui qui était impopulaire et son parti, avec toutes les affaires de corruption, ont commencé à sortir. Plus que, enfin, voilà, les Merkel, je pense que les gens s'en foutaient ici. Ils avaient déjà fort à faire avec la droite chez eux, quoi. Ouais, d'accord. Non, mais enfin voilà, c'était vraiment une question que je me posais à ce niveau-là, et bon, c'est vrai que tu as bien répondu. Justement, je voulais te demander, ça en est où au final en Espagne? Donc on a toujours un gouvernement de minorité, c'est ça? Oui, on a toujours le PP qui gouverne en minorité. Voilà, il gouverne sans trop de problèmes. Ils réussissent chaque année à faire voter le budget en donnant beaucoup d'argent aux Basques et aux Canariens parce qu'ils ont besoin d'eux. Et puis voilà, les relations avec les libéraux ne sont pas forcément toujours au beau fixe. Alors là, on n'en entend plus parler parce on n'entend plus parler que des Catalans et ils sont tous d'accord. Enfin, je veux dire, les partis de gouvernement à Madrid, même les socialistes sont d'accord, c'est dire. Oui, bien sûr. Mais en dehors de ça, oui, voilà, les relations entre la droite et les libéraux sont pas toujours au beau fixe. C'est-à-dire, quand le PP se retrouve avec une affaire de corruption et que les libéraux exigent sa démission et qu'ils sont bien obligés de dire oui parce qu'ils doivent gouverner avec les libéraux, ça crée quelques tensions. Mais du coup, c'est plutôt les libéraux qui vont voter les lois que propose le PP, ou est-ce que le PSOE aussi parfois Non. C'est vraiment le principal soutien du PP, c'est les libéraux. C'est les libéraux et bon, voilà, les nationalistes basques qui peuvent venir en appoint ou les Canariens, mais non, les socialistes sont clairement dans l'opposition, surtout depuis que leur chef Pedro Sánchez a réussi à reconquérir le parti et à revenir à sa tête. Je ne sais pas si je t'avais raconté l'histoire, mais en gros, donc lui avait fait les deux campagnes avec comme mot d'ordre le non à Rajoy. Enfin, le non était la première chose que tu associais à ce mec, c'était de dire non. Et puis la deadline pour de troisième législative approchant, l'appareil du PSOE a commencé à dire ça suffit, et ils ont fait une espèce de coup d'état interne contre lui, ils l'ont foutu dehors pour pouvoir laisser Rajoy gouverner. Et puis quelques mois plus tard, ils ont relancé des primaires pour pouvoir élire un nouveau président, et à la surprise générale, c'est lui qui a gagné. Il est revenu, c'est Rocky, quoi. C'est Rocky. Tout le monde pensait qu'il était fini, et il est revenu encore plus fort. Il a reconquis son parti, et du coup depuis, il est toujours sur cette ligne, opposition dure, aucune concession à la droite. Nous sommes l'alternative. Donc à part pour des trucs consensuels qui sont votés à l'unanimité au Parlement. Ou pour la Catalogne sur quoi il est d'accord, sur quoi il est globalement d'accord avec la droite. Les socialistes sont clairement dans l'opposition. D'accord. Mais justement, deux raisons pour lesquelles je te pose ces questions, parce que c'est vrai que toi tu m'en as parlé, mais il y a aussi d'autres qui m'ont posé la question si un gouvernement de minorité était possible en Allemagne. J'ai dit non, que justement les institutions à l'heure actuelle font que après l'instabilité et économique et gouvernementale de l'entre-deux-guerres allemandes, donc sous la République de Weimar, ça fait que on a beaucoup de garde-fous pour éviter d'avoir des gouvernements de minorité. Alors techniquement c'est faisable, mais tout le monde évite de le faire parce que ça créerait un bordel mais monstrueux. Par exemple, Merkel, là quand même, aux dernières élections, elle est passée, en 2013, elle était passée à 2 sièges d'avoir une majorité absolue. Donc tu peux te dire, c'est une femme qui peut se dire, je peux faire un gouvernement de minorité, et ça peut, il suffit d'aller chercher 2 ou 3 sociodémocrates un peu plus centristes que les autres, et puis c'est bon. Non, il y a vraiment eu cette démarche de non, alors il faut une majorité claire, et je peux l'avoir qu'avec les sociodémocrates parce que les 2 autres partis qui restent, ils ne vont pas encore s'allier avec moi, même si elle avait déjà tenté de draguer les Verts à l'époque et ça n'avait pas encore marché. Et l'autre aspect, c'est que Schulz, j'ai dit donc qu'il s'est réveillé hier soir, mais surtout parce que il a dit alors on sera dans l'opposition. Je pense que la tactique
de Schulz, c'est on va se refaire la cerise en étant dans l'opposition, pour comme ça, dans 4 ans, on défonce tout. Parce que dans 4 ans, Merkel ne se représente pas, donc il va y avoir la CDU qui va se déchirer au sujet de sa succession, sachant que Merkel s'est quand même arrangé pour flinguer un potentiel successeur après l'autre, de façon volontaire et aussi de façon involontaire. Il y a eu un temps dans son gouvernement des scandales de gens qui avaient des faux doctorats, donc qui n'avaient pas vraiment rédigé leur propre thèse. Il y a eu des scandales de prise de position économique, etc. Donc pas de vraie corruption, mais de dire que l'économie avant tout, notamment sur par exemple l'aspect militaire. Il y avait une femme qui aurait pu éventuellement lui succéder, Madame von der Leyen, qui était ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, là sous le dernier gouvernement, et qui avant été ministre de la Famille. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit une femme avec 7 enfants, il faut qu'on la mette ministre de la Famille. Voilà, on est vraiment dans du féminisme, mais vachement avant-gardiste. Hein. Vachement radical. Ouais, vachement à droite, oui, c'est ça. Et du coup, elle aurait pu lui succéder, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 scandales dans l'armée qui fait qu'elle a terni sa réputation. Moi, j'ai l'impression que Merkel a réussi non seulement à buter ses partenaires, mais aussi à buter les gens dans son propre parti au niveau de la réputation, sauf que ça va être compliqué pour 2021. On va voir la suite. Oui, donc c'est pas que avec les partis qui s'allient avec elle. Le baiser de la mort, ça marche même dans son propre camp, quoi. Ah, mais le baiser de la mort, ça marche dans son propre camp. Il y avait l'exemple que je peux donner, c'est il y avait un jeune ministre qui vient du donc pour explication, il y a un petit parti en Bavière qui s'appelle la CSU qui dirige la Bavière du main de fer depuis la fin de la guerre. Et entre ces deux partis, il y a un accord, c'est-à-dire que la CDU ne se présente pas en Bavière et la CSU ne se présente pas en dehors de la Bavière. En plus, c'est difficile à comprendre parce qu'il n'y a qu'une lettre de différence entre les deux sigles des deux partis et que le C et le U veulent dire exactement la même chose dans les deux cas. Donc, chrétien et union. Bon. Donc, il y avait dans ce parti un cher monsieur qui était d'origine noble, monsieur von und zu Gutenberg. En plus, Gutenberg, bon, c'est le seul nom que les Français connaissent très bien de l'histoire allemande. C'est un des rares noms qu'ils connaissent très bien. Ce mec, c'était un peu le beau gosse, il avait les cheveux gominés, il était plutôt jeune, il faisait de la moto avec sa femme. Ouh, rock'n'roll, quoi. Je vois Johnny Hallyday, là, si tu veux. Ouais, non, mais il faut voir plutôt, voilà, un mec qui veut allier conservatisme et rock'n'roll, quoi. Et réellement rock'n'roll, c'est-à-dire que il disait qu'il était fan de la CDC, des Rolling Stones, etc. Bon, c'est pas les groupes les plus jeunes non plus, mais bref. Et du coup, lui, c'était la star montante entre 2009 et 2013. Et là, il est révélé que sa thèse, c'était du bidon. Et qu'en fait, il était allé chercher une thèse aussi, notamment pour impressionner Merkel, qui elle-même en a une. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est très important, parce que quand tu as une thèse, on peut t'appeler docteur. On t'appelle docteur, ouais. Et donc, normalement, il ne faut pas dire Frau Angela Merkel, mais Doctor Angela Merkel. Et il s'est complètement cassé la gueule comme ça, quoi. Mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui vient de son propre parti, que quelqu'un a dû dire tiens, vous ne voudriez pas vérifier avec vos nouveaux logiciels pour savoir si on a pompé notre thèse, de voir si Gutenberg, sa thèse, c'est vraiment de chez lui. Et du coup, Merkel, elle n'a eu aucun souci à se faire du coup pour savoir si elle se représentait en 2013, parce que il y avait personne d'autre. Qui c'est que tu veux mettre d'autre qu'elle? Et là, cette fois-ci, pareil, c'était complètement mort. Il n'y avait personne d'autre pour se présenter à sa place dans son parti, sauf que à force d'avoir personne pour la remplacer, là, il n'y aura personne pour la remplacer en 2021. Donc, à moins d'avoir un effet Macron en Allemagne aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se construire en 2 ans et qui devient chancelier en Allemagne, ça va pas être super facile pour eux. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, surtout qu'à côté de ça, la bonne nouvelle du jour, c'est que l'AfD, à peine fraîchement élu au Bundestag, se pète déjà la gueule. Donc c'est plus rapide que le Front National en France, parce que la leader quand même du parti, donc elle n'était pas candidate tête de liste comme ça se fait normalement, mais elle était candidate dans une circonscription, donc c'est un des 3 mandats directs que l'AfD a eu en Allemagne de l'Est, enfin en général, mais c'était en Allemagne de l'Est, dès la première réunion publique
des députés fraîchement élus. Elle a dit « Eh ben moi, je ne rejoins pas votre groupe parlementaire. Vous allez bien vous faire voir. » Donc j'étais là. Ah non, mais là, c'est... Alors moi je l'ai vu vite fait, je me suis dit mais alors du coup elle démissionne en faveur de son ou sa suppléante, mais non, elle refuse de siéger avec le groupe, elle siégera parmi les non-inscrits, c'est ça? Alors normalement il n'y a pas de non-inscrits au Parlement allemand, parce que étant donné que tu es élu sur des listes de partis, normalement tu rejoins ton parti. Oui, c'est logique. Et donc là on va avoir un cas unique, alors tu as ça de temps en temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui démissionne de son parti pendant son mandat, du coup devient indépendant, devient indépendant. Mais là par exemple sur le dernier Bundestag il y a eu une indépendante, une femme qui a démissionné de la CDU parce que à cause de la politique des réfugiés. En clair, c'est une raciste la femme. Et du coup elle peut se permettre ça justement parce qu'elle a été élue dans sa circonscription et non pas sur les listes où vu qu'ils ont fait 13%, on va leur donner un peu plus de 13% vu qu'il faut compter ceux qui n'ont pas fait 5%. Des élus au Bundestag. Elle est élue directement, donc elle ne dépend pas de son parti, elle s'en fout. Donc du coup, elle peut démissionner dès le lendemain. Mais moi, ça me choque parce que c'est quand même une femme qui a pris le pouvoir au niveau de son parti, qui en est devenue la chef, et qui décide d'elle-même de se casser, après justement avoir tout fait pour que le parti passe de eurosceptique et libéral à europhobe et d'extrême droite. Ouais. Donc c'est absolument impressionnant. Il y a beaucoup d'experts qui disent qu'on assiste à ce qu'on a eu dans beaucoup de partis d'extrême droite depuis la fin de la guerre en Allemagne. C'est-à-dire il y a eu plein de mouvements. Il y a eu le NPD, le Parti national démocratique, entre guillemets, comprendre national-socialiste, qui a failli rentrer au Bundestag. On a eu le parti qui s'appelait les Républicains, alors à ne pas voir avec les Républicains français. Mais plutôt avec les Américains. Ouais, ils sont plus sur la ligne républicain Trump, pas la ligne républicain classique. C'est-à-dire bien raciste, xénophobe. Il y avait même d'anciens SS dans le mouvement, qui pareil, au début des années 90, a failli rentrer au Parlement. Donc là, disons que beaucoup de gens disent ah ouais, eux, c'est ceux qui ont réussi à rentrer pile au bon moment. C'est-à-dire qu'ils ont eu... Après, c'est un peu exagéré parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'ils ont le vent en poupe. Donc... pour qu'ils se cassent la gueule au dernier moment, ça aurait été une grosse surprise. Mais il se peut que en 2021, ce soit la fin de l'AfD également, et que du coup, ils disparaissent petit à petit, comme tant de partis qu'on a vu monter. En Allemagne, il y a eu le parti pirate un temps, qui aurait pu faire des scores de malade, qui aurait pu faire jusqu'à 12%, et qui au final fait 2,5% à l'élection de 2013. Dans une autre mesure, les Grünen, un temps, auraient pu faire 21%, et en 2013, ils font 8%. Donc, il y a des mouvements comme ça de différents partis politiques. Donc, c'est pas parce que l'extrême droite est rentrée au Bundestag qu'ils vont y rester maintenant pour toujours. Oui, non, pour toujours, j'espère pas quand même. Non, mais je veux dire, voilà, ça va pas forcément devenir une force politique. Ils ne sont pas forcément enracinés, je comprends ce que tu veux dire. Oui, voilà, c'est pas forcément le nouveau FN. C'est pas forcément le FN allemand. Ça peut aussi devenir, comme dirait Jacques Chirac, ça peut faire pchit aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis assez fier d'avoir fait une référence à Jacques Chirac dans un truc sur l'Allemagne. Alors on devrait faire un point Jacques Chirac aussi. Oui, c'est ça, on fait un point chichi maintenant pour chaque truc. Alors on en profite parce que maintenant chaque fois que je le vois sur les réseaux sociaux, j'ai peur qu'il soit mort. Non, alors malgré ce que dit Christine Boutin depuis des mois, Jacques Chirac est toujours en vie. Et pour info, tout le monde s'en fout, mais Valéry Giscard d'Estaing aussi est toujours en vie. Ouais, voilà. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la blague d'humour noir. Voilà, on sait toujours pas qui c'est qui va gagner la course. Il y avait eu un dessin l'année où Mandela et Thatcher sont morts les deux. Il y avait eu un caricaturiste anglais qui avait dessiné la tombe de Thatcher et Nelson Mandela qui lève les bras en l'air et un arbitre comme il y a en boxe qui dit « And the winner is !» Mandela qui avait survécu à Thatcher, et puis c'était d'autant plus marrant parce que Thatcher avait eu des propos sur l'ANC assez... controversés. Mais j'ai pas envie de dire raciste, mais en tout cas elle avait dit que c'était une organisation terroriste, quoi. Donc bon, mettre dans... controversé.
Oui, voilà. Donc, non, mais c'est vrai que controversé, c'est le bon mot. Je pense qu'il y a un petit peu de racisme derrière aussi, mais techniquement, c'est pas raciste. Oui, voilà, non, mais controversé, en général, c'est le mot qu'on utilise pour être pudique, pour parler d'énormes racistes ou de conspirationnistes, de conspirationnistes qui croient n'importe quoi. C'est le racisme light. C'est vraiment l'expression, je dis ça, mais j'en pense pas moins. Bonne expression franchouillarde. Est-ce que tu avais quelque chose, toi, à ajouter sur ce sujet-là? Non. Je pense qu'on en a fait à peu près le tour. De toute façon, là, il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir un gouvernement en Allemagne. Ça risque de prendre au moins un bon mois, sachant que début octobre, mi-octobre, il va y avoir des élections dans le Land de Saxe, si je ne m'abuse. Et du coup, personne ne va vouloir vraiment bouger de peur de perdre cette élection-là. Par exemple, les Grünen ne vont pas dire oui tout de suite, parce qu'ils se disent merde, il y a un risque qu'on fasse moins de 5 vu que c'est un Land à l'Est, donc on va peut-être attendre. Et puis, ça risque de prendre un petit moment, mais ça, c'est un processus assez naturel. Même les partis qui s'étaient mis d'accord avant qu'ils allaient former une coalition, suivant le score de l'un ou de l'autre, ils peuvent finalement soit réclamer plus de trucs, soit se faire écraser un peu plus. Comme on a eu les libéraux en 2009 qui font 13% à la surprise générale. Donc du coup, ils vont voir Merkel et lui disent « Bon, écoute, ma petite Angie, tu vas nous donner beaucoup plus de ministères que ce qui était prévu, hein, parce que c'est grâce à nous que tu as la coalition que tu voulais. Donc il va falloir renégocier ça. Et puis là, évidemment, quoi qu'il arrive, ce sera une coalition que personne n'a vraiment envie de l'une ou l'autre possibilité de coalition. Donc ça risque d'être assez long, même si Merkel dit « je vais quand même discuter avec la SPD ». Je pense que c'est la même tactique que quand elle a dit en 2013 « je vais quand même discuter avec les Verts, on ne sait jamais ». Clairement dire « bon, je sais que si je vais finir avec les libéraux et les Verts, mais bon, si j'arrive à convaincre Martine de définitivement tuer son parti, il y a toujours moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais, bon, tu dis oui, ça va être long, ça va durer un mois. J'espère qu'aucun Belge ne nous écoute. Il aura fait 3 crises cardiaques en attendant. C'est ça le pire, on a fait notre premier épisode sur la Belgique et après on sort et on dit ouais, ça risque de prendre 1 ou 2 mois, ça risque d'être long. Alors qu'on a fait notre tout premier épisode sur comment est-ce que ça marche la politique en Belgique, quoi. Voilà, ici je tiens à préciser que ça a pris 10 mois pour le dernier gouvernement, donc c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal non plus. Disons que pour l'Allemagne c'est long. Voilà, on va dire, je vais reformuler et je vais dire ça. Merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés. Donc la semaine prochaine, vous aurez un super épisode sur le football. On décide de faire les deux séparément, comme ça vous avez 2 fois plus de plaisir. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de vous taper des épisodes de 2 heures. Vous pouvez vous en taper 2 entre 45 minutes et 1 heure. Et puis après, la semaine d'après, vous en avez un autre. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt. À bientôt.